Que l'on va mettre en parallèle ce soir dans cette crise du coronavirus face au système scolaire qui est une des victimes collatérales de cette crise sanitaire. Nous sommes en duplex depuis Paris avec le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui nous fait le plaisir de nous recevoir dans son bureau. Bonsoir, monsieur le ministre, merci d'être l'invité exceptionnel du Prime d'I24 News ce soir. On va parler dans un instant évidemment de la voie choisie par la France dans cette crise sanitaire. On est également ici en Israël avec d'autres intervenants qui vont expliquer quelle est la situation ici en Israël pour qu'on essaie de comparer un petit peu les deux expériences parce que c'est de cela dont il faut parler ce soir. Le professeur Cyril Cohen qui est directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan et qui fait partie également du comité de validation des essais cliniques sur la vaccination qui est avec nous. Bonsoir professeur Cyril Cohen. On est également ici avec Ruth Ben-Smian. Bonsoir. Vous êtes la directrice du lycée franco-israélien Mikvé Israël, tout près de nos studios ici à Tel Aviv. Et puis, Daniel Amram, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne et vous intervenez très souvent d'ailleurs dans le milieu scolaire. Alors, on va commencer par évoquer avec vous, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, la voie qu'a choisie la France. C'est-à-dire que vous avez décidé quasiment dès le début de cette pandémie de préserver au maximum l'ouverture des établissements scolaires. Pourquoi avoir fait ce choix malgré la pression sanitaire? Alors, comme vous le savez, il y a eu d'abord un premier confinement qui a commencé à la mi-mars. Et lors de ce premier confinement, on a fermé les écoles. Et pendant plusieurs semaines, donc, les enfants ont été privés d'école. Ça a été l'occasion de se dire une chose qui désormais est une évidence, c'est qu'il y a non seulement la question sanitaire, mais il y a aussi toute une série d'autres sujets qu'on doit mettre en balance quand on doit prendre des décisions. Il y a le sujet éducatif, bien sûr, il y a le sujet social, mais il y a même le sujet de santé des enfants, de santé physique et psychologique, parce que quand ils ne vont pas à l'école, il y a toute une série d'inconvénients qui sont évidents. Donc, comme toujours lors de cette crise, on doit prendre la décision qui a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et depuis le déconfinement du mois de mai, nous avons vraiment acquis la conviction que c'était possible de faire école tout en préservant la santé des enfants. Moi, j'ai acquis cette conviction sur deux bases. D'abord parce que je considère que l'école est fondamentale, que c'est pas une variable d'ajustement dans nos sociétés. Et puis en second lieu parce que pendant le premier confinement, nous étions en situation d'accueillir les enfants de soignants. Il y en a 30 000 que nous accueillions pendant le confinement, donc du lundi au dimanche. Et il y avait des adultes volontaires. Je constatais qu'ils n'étaient pas particulièrement contaminés. Ça a été un peu la base des premières décisions que nous avons prises. Au mois de mai dernier, nous avons eu un protocole sanitaire très strict, qui parfois a été critiqué parce qu'il apparaissait comme trop strict. Mais néanmoins, il a habitué tout le monde à avoir des gestes barrières, à prendre toute une série de mesures au quotidien. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des taux de contamination qui n'étaient pas supérieurs au reste de la société, qui étaient même inférieurs dans l'enceinte scolaire par rapport au reste de la société. Donc nous avons élaboré un protocole sanitaire au mois de juillet, sur la base duquel nous fonctionnons encore, que nous faisons évoluer au fil du temps en fonction de l'appréciation que nous avons de la situation sanitaire. Alors c'est un protocole qui a été allégé désormais, puisque il ne suffit plus, je dirais, d'un cas aujourd'hui positif pour fermer automatiquement une classe en France. C'est ça dont il est question désormais ? Oui, alors vous savez, il évolue très régulièrement. Donc tout récemment, il y a eu un petit élément d'allègement, mais de façon générale, depuis septembre, on l'a plutôt durci. Par exemple, au début du mois de novembre, on a décidé que les lycées pouvaient être en mode hybride, donc la moitié des élèves sont là et l'autre moitié est à distance. On a pris des mesures, par exemple, aussi au même moment pour que les enfants à partir de 6 ans aient un masque, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on a plutôt tendance à durcir qu'à adoucir, mais actuellement on est un peu sur un plateau de contamination et donc on ajuste en fonction des situations locales aussi. Parce que nous continuons parfois à fermer des classes et des écoles, il faut le dire. Ça représente à peu près 0,2% des écoles, en fonction d'appréciations locales que nous avons avec les autorités de santé. Et donc c'est ce point-là pour lequel parfois on peut alléger les critères en fonction du dialogue qu'on a avec les autorités de santé. Alors vous restez avec nous, évidemment Jean-Michel Blanquer, mais je voudrais qu'on ait déjà un petit élément de comparaison. Professeur Cyril Cohen, en Israël, la pression sanitaire a été très forte sur les écoles, si bien qu'on n'est pas du tout dans la même logique qu'en France. Pourquoi ? Écoutez, je
crois que moi, j'aurais bien préféré un modèle français, je vous le dis sincèrement. Je suis apparu même devant le Parlement israélien justement pour parler des infections chez les enfants. Nous savions qu'en général, les enfants dans les écoles n'étaient pas le moteur de l'infection, mais souvent, ils reflétaient ce qui se passait, je dirais, chez leur famille, dans la population en général, comme ce qui vient d'être dit. La chose, c'est que nous avions décelé, je crois, vers le mois de juin, lorsqu'on a réouvert dans certains lycées, il y avait le lycée de la Gymnasia à Jérusalem, où d'un coup, on a eu des infections de masse. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il faut séparer la population des enfants entre les plus jeunes et les plus âgés. Et même en maintenant, je dirais, une certaine partie de l'éducation, justement pour les soignants, pour les gens qui en avaient besoin, nous avons quand même vu, je dirais, une avancée des infections, ce qui a poussé quand même le gouvernement à fermer certaines écoles, non seulement par rapport aux enfants, mais aussi, je dirais, par rapport aux parents qui se côtoyaient dans, je dirais, dans les écoles. Ça a été, je dirais, un problème. Nous n'avons pas réussi justement à endiguer ça au niveau de la population. Et donc, on en est arrivé, comme vous le savez, au mois de janvier, à freiner, je dirais, la montée des infections de partout en Israël grâce au confinement. Est-ce qu'on aurait pu ouvrir les écoles ou non ? Je ne sais pas. La chose qui nous inquiète aujourd'hui, je le dirais en un mot, le variant britannique. Nous avons réouvert nos écoles, nous rouvrons nos écoles, mais cela n'a jamais été fait sous le variant britannique qui représente 90% des cas aujourd'hui en Israël. Et vu qu'il infecte plus les enfants, nous sommes quand même un peu inquiets au ministère de la Santé. Ouais. Alors, je voudrais juste un mot là-dessus, Jean-Michel Blanquer, parce que vous avez eu une pression très forte du milieu médical, notamment des médecins scolaires, qui appelaient à la fermeture totale des écoles. Vous avez tenu bon malgré leurs recommandations. Pourquoi ? Parce que depuis le début de la crise, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, des scientifiques, des politiques, l'ensemble de la société débat, comme dans le monde entier, sur ces questions, et que pour prendre les décisions, vous devez prendre quelques points de repère et pas 50 points de repère. Depuis le départ, j'ai le conseil scientifique, j'ai aussi la haute autorité de santé en France, et puis on a la Société française de pédiatrie qui depuis le début partage en gros la vision qui est la mienne, et qui est de considérer que nous devons voir l'ensemble des critères. Et les pédiatres français ont toujours recommandé de maintenir la politique que nous avons en ayant la vision complète de l'intérêt de l'enfant. Ce à quoi vous faites référence, ça correspond à un syndicat de médecins scolaires qui est libre de dire ce qu'il veut, mais ça n'a pas été mon repère. Ouais. Mais c'est exact de dire que y a des débats et que parfois il a fallu lutter, mais je dois dire que ces luttes ont été plus fortes au mois de mai ou au mois de septembre que maintenant, et il me semble que maintenant dans la population il y a une majorité, pas la totalité bien sûr, mais des gens pour bien comprendre que c'est un bon chemin parce que nous n'avons pas d'enfants plus contaminés qu'ailleurs et que grâce à cela, il y a évidemment tout un tas d'autres avantages que nous avons pour l'épanouissement des enfants. Alors on va prendre l'exemple de votre lycée, Ruth Ben-Smian, ici donc à Tel Aviv. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la règle est devenue pour les élèves en Israël, c'est l'enseignement à distance plus que l'enseignement en présentiel, comme c'est le cas en France ? Non, pas vraiment. Bonsoir. Donc pas vraiment. Effectivement, comme vous le savez, j'ai donc les deux systèmes, le système français homologué par le ministère français et j'ai le système israélien, on passe le bac-route. Depuis déjà 2-3 semaines, les Israéliens ont repris pour les premières et terminales en présentiel pour les examens. Alors ça peut être ce qu'on appelle les maths connaître, qui sont des bacs blancs, ou pour les examens de bac. On a passé la semaine dernière le bac en anglais. Donc là, ils pouvaient se rendre dans leurs établissements. À partir de dimanche 21, on va reprendre complètement en présentiel pour les premières terminales. Mais les grands oubliés dans cette histoire, c'est les CM2 jusqu'à la seconde y compris. Et là, j'avoue très honnêtement que vraiment, j'aurais voulu qu'on en parle parce que c'est très grave ce qui se passe. Ça fait des mois qu'ils ne sont plus à l'école. Alors, on est beaucoup dans le distanciel. Là, on est dans le distanciel. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ne vont quasiment plus au cours. Ah non, mais ils ne se vont passe pas à distance. Ouais. Donc, on essaye de faire des petites capsules avec le professeur principal pour qu'il y ait quand même un dialogue, un lien qui soit entretenu entre l'enfant et les pédagogues.
Ouais. Et ça, Daniel Amram, vous constatez que ça crée des dégâts psychologiques importants, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis en Israël sur les dégâts psychologiques causés par cette rupture avec l'école, et ils sont considérables. Absolument. On peut constater, disons, beaucoup de dommages, disons. D'abord, une résurgence de comportements régressifs, des comportements dépendants, un renfermement sur soi-même, une addiction, bien sûr, aux écrans, une désocialisation dans la mesure où ils ne sont plus en rapport donc, avec leurs congénères, le fait qu'il n'y ait pas donc, non plus d'école, mais non plus d'activités extrascolaires, ce qui sont les activités donc, physiques, créatives, etc., de groupe. Voilà, et donc on constate en effet aussi bien chez les plus jeunes que chez les adolescents, des différences de comportement alimentaires. On a pu constater des difficultés d'endormissement, des insomnies. Chez les plus jeunes, le fait qu'ils retournent dormir dans le lit de leurs parents, par exemple, ou qu'ils fassent tout d'un coup pipi au lit. Voilà, donc ce sont tous ces dommages que l'on a constatés, et plus le temps dure, et plus, en effet, les choses s'accentuent. Multiplié par 5 en Israël depuis le début de cette pandémie, difficultés scolaires multipliées par 4 chez les élèves en général en Israël, plutôt d'ailleurs chez les catégories sociales les moins favorisées. Jean-Michel Blanquer, quand vous entendez ces constats, vous vous dites que finalement la bonne solution, malgré le risque sanitaire, c'était de laisser les enfants à l'école ? C'est évidemment ma conviction, c'est ma conviction au moins pour la France, bien sûr. Je ne peux pas juger des circonstances particulières en Israël. Ce que je sais, c'est que à l'échelle mondiale, nous devons éviter une catastrophe éducative, parce que les phénomènes qui viennent d'être décrits par vos invités, ce sont des phénomènes universels. On sait que quand les enfants sont confinés, bien, il y a des dégâts psychologiques et d'autres dégâts aussi. Et donc, nous ne devons pas créer des inconvénients à long terme trop graves pour le monde en général. Je pense qu'il peut y avoir des conséquences même géopolitiques et humaines, tout simplement, graves si trop d'enfants dans le monde sont déscolarisés. N'oublions pas que le XXe siècle aura été une histoire de scolarisation progressive de l'humanité, et tout particulièrement des petites filles qui progressivement sont allées autant que les petits garçons à l'école, et que lorsqu'il y a des semaines et des semaines, voire des mois, de sociétés sans école dans différents pays du monde. Alors c'est particulièrement vrai dans les pays les moins développés, donc c'est pas le cas d'Israël, mais dans des pays qui ont des difficultés, des grandes inégalités sociales, ça peut créer du décrochage définitif de certains enfants, donc des dégâts considérables. Et je pense qu'il doit y avoir une mobilisation mondiale sur le sujet de l'ouverture de l'école, parce que c'est un objectif pour l'humanité. Et est-ce que pour la France, précisément, Jean-Michel Blanquer, vous avez eu remonté, vous, de problèmes spécifiques qui sont apparus, même si les enfants continuaient dans l'ensemble à aller à l'école, est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques qui sont apparus en France en lien avec cette pandémie ? Oui, bien sûr. D'abord, quand nous avons eu notre confinement, on a vu les dégâts que vos invités viennent de décrire, et on n'avait pas envie de les accentuer, on a cherché à les compenser. On a créé par exemple les vacances apprenantes pendant l'été, c'était des moments qui permettaient aux élèves de s'épanouir, d'être dans la nature, de faire du sport, et puis aussi d'apprendre des choses pour rattraper ce qu'ils avaient pu perdre. On a pu mesurer à la rentrée de septembre l'accroissement des inégalités entre les élèves de milieux défavorisés et les autres, et on voit des écarts qui se sont creusés, puisque évidemment en famille il ne s'est pas passé la même chose pour les uns et pour les autres, et donc on a essayé de compenser cela, mais on a eu vraiment la preuve évidente que ne pas avoir d'école, ça peut être dramatique. C'est pourquoi je vais répétant une phrase qui est l'école c'est bon pour les enfants. C'est une phrase très simple, mais finalement on l'avait peut-être un peu oubliée avant la pandémie. On voyait l'école comme quelque chose de naturel, parfois quelque chose de pénible vu du point de vue des enfants. Et ce que j'ai constaté depuis le mois de septembre en particulier, mais surtout après, c'est une sorte d'appétit d'école en France. Le fait d'en avoir été privé quelques semaines a fait qu'il y a une sorte d'affection pour l'école qui s'est manifestée aussi bien de la part des adultes que des enfants. Et donc nous devons faire d'un mal un bien, c'est-à-dire avoir une sorte de nouvelle adhésion à l'école de la part de la société. Et c'est un peu le chemin que j'essaye de suivre.
même si évidemment il y a des difficultés de tous ordres, et puis que le contexte de pandémie ne facilite pas la vie psychologique des enfants, même quand ils vont à l'école. Ils ont par exemple des parents qui peuvent être au chômage ou des difficultés de tous ordres en famille. Donc la situation elle est de toute façon difficile, elle le serait encore plus s'ils n'avaient pas école. Ouais. Je vous voyais acquiescer. Complètement. Vous auriez préféré qu'on laisse les écoles ouvertes en Israël ou pas? Mais ça n'engage que moi. Oui, absolument. Absolument. Mais comme le disait le professeur Cohen, effectivement, ce qui nous a vraiment mis dans la détresse a été la mutation du virus à partir du mois de janvier avec le variant britannique. Effectivement, là, ça a été même... Nous, on avait passé tous les mois sans avoir de cas avérés dans l'établissement. Et là, tout d'un coup, c'était un cas par jour. Donc, effectivement, on a senti qu'il y avait de plus en plus de contamination sur les jeunes. Là, on voit un petit peu, comme on dit, la lumière au bout du tunnel, puisqu'il y a les vaccins. Et en Israël, de manière générale, on se fait vacciner. Voilà, mais les jeunes de plus de 16 ans d'ailleurs. Oui, à partir de la première. Daniel Amram, sur ces dégâts, ils ne sont pas irréversibles ou il faudra du temps pour réparer tout ça? Quelle est votre analyse? Je pense que c'est un petit peu difficile de savoir sur le long terme qu'est-ce qui va se passer. Moi, je voudrais rester optimiste et croire justement à la capacité de résilience des enfants que l'on connaît, c'est-à-dire la capacité à rebondir face à un traumatisme. Voilà, et puis je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le ministre, c'est-à-dire que les enfants, en effet, tout d'un coup, ont envie d'aller à l'école. Je sais que mon petit-fils, qui est donc privé d'école depuis de longs mois, en ayant vu ses frères avant-hier retourner à l'école, s'est mis à pleurer. On s'est dit, qui aurait cru en effet qu'il pleurait de ne pas aller à l'école. Voilà. Ouais. Alors, professeur Cohen, vous allez nous dire pourquoi finalement il a été important en Israël, parce qu'on sait, j'imagine que vous avez évalué toutes ces situations et vous avez posé tout ça, et on s'est dit quand même, non, il faut garder les écoles fermées, parce qu'encore aujourd'hui, on les réouvre de manière très progressive à cause de ce variant, c'est ça? Oui, effectivement. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que ce variant se propage beaucoup plus rapidement chez les enfants. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 40% des infections quotidiennes sont dans les tranches d'âge de 0 à 19 ans. Donc, c'est énorme. D'un autre côté, je pourrais dire qu'on ne voit pas de maladies graves en général chez les enfants, en général, mais ces derniers jours, nous avons vu des cas comme un enfant en très bonne santé de 14 ans qui était en état critique, etc., etc. Donc, je vous avoue sincèrement, nous essayons d'un côté d'être prudents, de l'autre côté, on voit, je dirais, les dégâts, et je suis entièrement d'accord, les dégâts que cette politique a un peu chez les enfants. Donc, on essaye un peu, je dirais, de temporiser. Moi, à mon avis, il faudra le plus vite possible rétablir un système sain. Je suis entièrement d'accord avec Monsieur le ministre. L'école, c'est bon pour les enfants. Ouais. Bon, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les parents aussi, Jean-Michel Blanquer. J'imagine que l'enjeu économique aussi a été important dans cette décision, parce que pour maintenir l'économie, il fallait maintenir les écoles ouvertes aussi. Bien sûr, l'enjeu économique existe, mais très honnêtement, il vient en second lieu. Même s'il n'y avait pas l'enjeu économique, on ferait cela parce qu'il s'agit tout simplement de nos enfants. Donc, bien sûr que par ailleurs, ça a un impact important pour la vie de tous et donc pour la vie économique que de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Mais je le répète, le critère fondamental, il est éducatif. D'ailleurs, à la lumière de tout ce qu'ont dit vos invités, on le voit bien. Donc, mais c'est vrai qu'on fait d'une pierre plusieurs coups, si je puis dire. Est-ce qu'à votre avis, il faudra rattraper le retard qui a pu être pris? Est-ce que vous allez adapter les programmes? Est-ce que vous êtes déjà en train de penser à une rentrée à peu près normale pour septembre prochain, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? Alors, à la rentrée dernière, on a mis sur pied un certain nombre d'éléments de rattrapage. Il y a aussi ce qu'on a fait pendant les vacances, par exemple avec des cours de soutien gratuits. J'ai essayé de ne pas trop alléger les programmes. On l'a fait un peu dans certains cas parce que pour ne pas justement acter une régression, mais rester ambitieux pour nos élèves. On a développé des heures supplémentaires dans l'enseignement secondaire. On a pris la mesure exceptionnelle de ne fermer aucune classe, même quand il y avait moins d'élèves dans l'ensemble de la France, de façon à accompagner les choses. Et puis en France, on a désormais en début d'année, pour certains niveaux, pour les enfants de 6 ans, de 7 ans, et pour ceux qui rentrent au collège, en 6e, des évaluations de début d'année qui nous permettent de mesurer
pour chaque enfant les progrès ou éventuellement les régressions de l'année précédente. Et donc ça nous a permis d'avoir une vision assez précise de l'impact que le confinement avait eu sur chacun et puis à l'échelle de l'ensemble du pays. Et donc ça a permis de développer aussi des mécanismes. Il y a quelque chose qu'on appelle devoir fait en France, qui est une aide aux élèves en collège, qui a permis qu'on a pu personnaliser pour tenir compte des difficultés spécifiques des enfants. Donc j'espère qu'en ce moment, nous sommes en train de rattraper ce qui a pu être perdu lors du premier confinement, et on va être toujours dans une plus grande personnalisation de l'aide aux élèves. Ouais. Alors, en Israël, comment on va rattraper ce temps perdu? Vous avez une idée, Ruth Ben-Smion? Parce que là, c'est une année quasiment qui est perdue pour beaucoup d'élèves. D'abord, au niveau du système israélien, il y a eu beaucoup d'aménagements au niveau des programmes. Ensuite, pour les classes d'examen, chaque élève bénéficie d'un tiers-temps donné à tous les élèves, sans considération d'une situation de handicap ou quoi que ce soit. Tous les élèves auront un tiers-temps supplémentaire pour leur examen. Ceux qui, bien sûr, avaient déjà un tiers-temps pour certaines situations en auront donc 50%. Il y a plusieurs dates d'examen. On peut passer un examen et puis repasser encore une fois le même examen, c'est-à-dire une espèce de rattrapage pratiquement à un mois d'intervalle. Donc ça aussi, ça a été mis en place. Je pense que sur le terrain, on n'avait pas trop le choix. On a beaucoup été en distanciel. Il y a eu beaucoup de décrochage scolaire du côté israélien aussi. Je parle de l'ensemble du territoire. Nous travaillons énormément dans notre école puisque on essaye quand même d'être cohérent et puis de faire des synergies entre les deux systèmes. Et le système israélien travaille un petit peu comme le système français. Donc, il travaille beaucoup et beaucoup d'heures. Bon. Donc ça, pour le coup, ils sont quand même contents. Donc, on ne marque pas une d'énormes lacunes. Mais s'il le faut, et puis nous, vous le savez, les backroutes, c'est-à-dire les examens du bac en Israël, vont jusqu'à fin juillet. Donc il y aura plus de temps pour rattraper et mettre à niveau. Bon, il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on évoque juste avec vous, professeur Cyril Cohen, parce que ça intéressera peut-être la France aussi, la vaccination des enfants. Parce que c'est un sujet dont on parle en ce moment vraiment, est-ce qu'on va y arriver ou pas en quelques secondes? Donc, en quelques secondes, nous attendons les résultats de l'essai Pfizer pour les 12 à 15 ans, qui devraient arriver, je dirais, au mois d'avril. Et puis bon, là, une fois de plus, il faudra voir entre les variants, l'efficacité justement de ces vaccins chez les jeunes et la possibilité de vacciner les populations. Est-ce que ce vaccin empêche la transmission? Si oui, on sera plus enclin à vacciner les jeunes. S'il n'empêche pas la transmission, il y aura moins, je dirais, moins d'importance à vacciner les jeunes. Bon, voilà, un mot là-dessus, Jean-Michel Blanquer, très court. Vous y pensez ou pas en France à la vaccination des élèves ou pas du tout? C'est évidemment un sujet très important. On va regarder ce que fait Israël sur le sujet, justement. Voilà. Je regarderai avec attention les études et les résultats que vous aurez. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de nous avoir accueillis depuis votre bureau à Paris. Merci à toutes les équipes d'I24 News qui étaient sur place d'ailleurs avec Jean-Philippe Lustig. Merci pour cet exposé très clair. Merci à vous, professeur Cyril Cohen. Merci ici donc à Daniel Amram. Merci à vous, Ruth Ben-Smion. On a essayé de comparer un petit peu les deux situations qui sont très différentes, mais bon, finalement avec des points communs également dans les dommages causés par cette pandémie de